Salut à tous et bienvenue sur Adressine. Aujourd'hui, nous avons une émission historique. Historique parce que notre invité, c'est un invité de marque au parcours exceptionnel et que je suis ravie, mais surtout reconnaissante de recevoir. Bonsoir Alassa, j'espère que tu vas bien. Bonsoir, je vais très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur aussi pour moi d'avoir participé à ton émission Dresside. Merci beaucoup. Déjà, est-ce que tu peux te présenter à notre public, à tous ceux qui regardent? Ok, tout d'abord, bonsoir cher public de Dresside. Je suis Alassa et je suis réfugié activiste. Je vis en Allemagne depuis bientôt 6 ans. Tu viens de mentionner que tu es réfugié. Tu es en Allemagne depuis 6 ans. 6 ans, c'est beaucoup. Ouais. Moi, je veux savoir déjà comment tu arrives en Allemagne. Déjà, je suis arrivé en Allemagne pas par les moyens les plus confortables. Je suis arrivé par l'eau, par la Méditerranée. C'était en fin 2017. En août 2017, j'arrive en Allemagne pour la première fois. Et pourquoi tu décides de venir en Allemagne par la route? Disons déjà, l'Allemagne, c'est un pays de seconde chance qui a beaucoup d'opportunités et tous ceux qui aimeraient se retrouver en Allemagne savent toujours que quand tu es en Allemagne, tu as beaucoup de possibilités de travailler. Tu as la possibilité de faire beaucoup de choses que tu n'as pas pu faire ou réaliser dans ton pays. Et déjà, mon parcours et les raisons qui m'amènent en Allemagne n'ont pas toujours été décisives parce que j'ai jamais dit je vais aller en Allemagne, mais je suis arrivé là juste par occasion, comme on peut le dire. Ah, par occasion. Évidemment. Ok. Donc tu viens du Cameroun. Je viens du Cameroun, de l'Ouest. L'Ouest. Oui. Donc au moment où tu quittes, donc en 2017, quand tu quittes le Cameroun, tu vivais dans quelle ville? Quand je quitte le Cameroun, c'est déjà en 2014, je vais en Algérie. Et je vis en Algérie durant un certain nombre de temps. Mais quand le racisme commence en Algérie, comme ça a commencé également en Tunisie, je me rends compte qu'on n'est plus protégé dans ce pays, il faut se chercher ailleurs. Et aux frontières de l'Algérie pour sortir du pays, déjà avec l'intention de retourner au pays, je me fais attraper dans les frontières Algérie-Libye. Et c'est là que je vais aller en prison en Libye. Donc de là, Tu fais combien de temps? J'ai fait 9 mois en prison en Libye. Et c'est de là m'est venue l'idée de continuer cette aventure et de pousser plus haut mes désirs d'aventure. Déjà, tu quittes le Cameroun pour l'Algérie en 2014. Ouais. Enfin, est-ce que tu vas en Algérie avec le seul but de travailler en Algérie? Déjà, les activités que je menais, j'étais dans l'infographie et en Algérie, ça passait très rapidement. Okay. Et je me suis rendu là pour travailler. J'ai commencé à travailler. J'ai travaillé 2 années en Algérie. Tu gagnais bien ta vie? Très bien. Et ça ne me donnait pas l'idée de m'aventurer ou de faire quoi que ce soit. Et c'est après juste ces mouvements racistes en Algérie que je décide, et après que je me sois fait arrêter en Libye, que je décide de continuer cette aventure. Parce que déjà en Libye, je peux te dire qu'en Libye, on n'avait plus de choix. Soit tu essayes de sortir du pays en te faisant encore attraper et être emprisonné, soit tu essayes par l'eau et tu réussis ta vie. Okay. Donc voilà les deux choix qui m'étaient opposés en Libye. Donc, voilà ça, où nous sommes en 2017. Ça, nous sommes déjà en 2016-2017. Fin 2017, ok. Et ces 9 mois de prison, c'était comment? C'était quoi ce que tu vivais? Je ne sais pas si c'est certainement assez douloureux d'en parler ou bien difficile, mais oui, je veux quand même un peu savoir. Douloureux, difficile d'en parler, c'est une prison. Pas une prison comme les autres, c'est une prison déjà raciste. C'est une prison où beaucoup de gens meurent. Tu vois beaucoup de choses se passer et tu te dis, si un jour tu arrives à sortir d'ici vivant, il faut vraiment écrire un livre. Et c'est ce que j'ai déjà fait. Donc, il faut écrire un livre et raconter tout ce parcours pour que les gens puissent savoir ce qui se passe là. Parce que généralement, les médias ne reportent pas ce genre d'événements. Et c'est ce que nous avons réellement vécu. Quand tu sors de prison, finalement, tu décides de prendre la route, donc la mer. Oui, quand je sors de prison, je suis d'abord amené chez on les appelle généralement les coxeurs. Donc, je suis amené chez l'un d'eux. Et c'est de là que je vais faire venir de l'argent du pays
pour pouvoir payer mon transport pour aller en Italie. Et déjà, je vous dis, ce transport et ce voyage en Italie, ce n'est jamais présenté au préalable. On ne te dit jamais d'où tu vas. On nous dit juste, si tu payes l'argent, demain tu es en Italie. Et c'est combien? Et c'est à peu près 1500 euros. 1500 euros. 1500 que tu fais venir euros du pays. Donc, que tu fais venir du pays et tu dois payer cette route. tu payes ta vie en Tu Italie. payes ta vie en quelque sorte. En quelque sorte, tu payes ta vie. Et le problème, c'est que tu n'as pas de choix parce que c'est quelque chose qui se fait mentalement. Donc, soit tu payes, soit tu te débrouilles autrement. Et si tu n'es pas dans les mains de ces gens-là, tu te feras arrêter certainement dans la rue. Donc, voilà ce qui nous pousse à prendre cette route, bien qu'elle est dangereuse, parce que là, tu n'as plus de choix. Tu es déjà au milieu d'un piège et tu dois t'en sortir. Et tu te dis, si je vais de l'autre côté, j'ai plus de chances de m'en sortir. Et déjà, ce n'est que quelques heures dans l'eau. Et si tu réussis, tu as réussi. Ok, en soi, le parcours, c'est combien d'heures dans l'eau? C'est 14 heures, en fait. Mais c'est pas quelques heures, c'est 14 heures. C'est pas quelques heures. On ne te le dit jamais aussi. On te dit juste, dans 2 heures, tu recevras la marine qui viendra te sauver. Et là, tu entreras en Europe et ça sera la fin. 14 heures. Donc 14 heures de route, on a pris. Donc, tu choisis de prendre le risque de faire 14 heures. C'est un choix où il n'y a pas de choix. Donc, comme je te l'ai dit, c'est un choix de oui ou de non. De survie. Et de suivi aussi. Donc, finalement, tu arrives en Italie. Finalement, j'arrive en Italie. Et comment ça se passe quand tu arrives en Italie? Qui vous reçoit? Déjà, en Italie, il y a un comité d'accueil. Ce sont des membres de Frontex, des gardes de frontières dont ils vous reçoivent. Et de là, ils vont devoir faire tous vos paperasses et vous envoyer dans différents centres d'accueil. Ok. Et c'est dans quelle ville? Enfin, le centre d'accueil était dans quelle ville? Il y a beaucoup de centres. Il y a des centres d'accueil du sud, du nord et dans tout le pays, en fait, en Italie. Donc, on vous partage dans tous les pays. Moi, par exemple, j'avais atterri à Savone, à côté de Genève. Ok. Et après le centre d'accueil, tu viens en Allemagne. Et quelle a été la procédure pour venir en Allemagne? Déjà, dès que j'atterris en Italie, c'est déjà clair dans ma tête que je ne vais pas rester. Parce que l'Italie, c'est un pays qui est aussi avancé dans le racisme qu'en Allemagne. Et tu te dis, si tu restes dans ce pays, d'ailleurs, tu n'auras pas de possibilité de travailler. Parce que c'est difficile, tu obtiens peut-être les papiers, tu obtiens tout ce que tu veux, mais tu ne peux pas travailler. Donc, je me suis dit, au bout de quelques mois, je me suis dit, ma route ne s'arrête pas ici, je dois continuer. Et c'est de là que je commence à démarcher pour venir en Allemagne. Et quand j'arrive à München, on te transfère à Ellwangen. Et toujours dans un centre d'accueil? Toujours dans un centre d'accueil. Ok. Et du centre d'accueil, c'est quoi pour toi, dans ton cas, quelle a été la procédure? Quelles sont les options que l'État allemand te proposait? Déjà, quand j'arrive dans le premier centre, dans le premier centre d'accueil à Ellwangen, je me rends compte que ce qu'on nous faisait miroiter, ce qu'on nous vantait à la télé et ce qui était comme publicité concernant les réfugiés ne se passait pas comme ça en fait. Okay. Parce que j'avais la possibilité à mes premiers jours, dès que j'arrive au centre des réfugiés, de travailler pour le diaconie. Et c'est de là que j'ai commencé à faire des traductions. J'ai travaillé 6 mois avec eux et j'observais comment le système marchait et c'était textuellement le même. Donc chaque réfugié recevait un refus dès qu'il arrive et tout. Et je l'ai aussi reçu dans le refus d'être accepté comme demandeur d'asile en Allemagne. Ok. Donc en vrai, dans les médias, c'est pas ce qu'ils disent. Non. Ok. Ils disent qu'ils... Ils nous disent qu'ils reçoivent les réfugiés, qu'ils leur donnent une place et qu'ils les acceptent dans la société. Mais quand tu viens d'Afrique, c'est déjà compliqué parce que tu ne recevras jamais, un papier vert te permettant de rester en Allemagne. Tu reçois toujours un Dublin qui te dit tu rentres d'abord dans le pays qui t'a pris en charge en premier et c'est eux qui vont décider s'ils t'envoient ici. Ok. Et quelles sont les raisons selon toi de ces refus-là? C'est une loi du Dublin. C'est une loi votée à la Convention de Genève qui dit
le premier pays où tu atterris en Europe est le pays responsable de ta demande et de la poursuite de ton asile. Ça veut dire si tu atterris en Italie, tu arrives en Allemagne, tu te feras déporter en Italie. Si c'est de la France, tu te feras déporter en France. Mais nous, en tant qu'activistes, on se dit que ça, c'est une loi inhumaine parce que de l'autre côté, la Convention de Genève dit une chose et la Convention des droits de l'homme dit chaque être humain a le droit de demander un refuge dans le pays de son choix. Et quand on arrive en tant que réfugié, on demande toujours l'asile dans les pays où on veut être. Ça veut dire qu'on a été peut-être forcé à faire une demande d'asile dans les pays qui se disent être responsables de nos demandes d'asile. Ok, d'accord. Est-ce qu'en te lançant sur TikTok, où tu es très populaire, tu n'avais pas cette peur de partager ton histoire, ou bien est-ce que tu n'appréhendais pas les jugements des autres? Déjà, je me dis que quand quelqu'un a vécu une histoire, c'est mieux de la partager pour peut-être trouver du réconfort, ou peut-être trouver de l'acceptance dans la société, ou peut-être aider certaines personnes à sortir de leur trauma qu'ils ont eu à subir, étant passés par la même chose. Et moi, je me disais, si je commence à raconter ce que j'ai vécu, et d'une autre manière, j'aide comme ça à encourager certaines personnes qui pensent qu'ils ont beaucoup de problèmes. Parce qu'à travers mon histoire, tu peux lire ton histoire et comprendre que ce problème que j'ai ou ce problème que j'ai eu, tu l'as aussi peut-être et que ça peut passer. Et j'avais déjà commencé en allemand avec des Allemands. Ensemble, on a écrit déjà 2 livres où on a parlé de mon histoire. Super. Pas entièrement, de juste ce qui se passe en Méditerranée et de juste comment les gouvernements gèrent les réfugiés en Allemagne. Et les livres sont disponibles où? Les livres sont disponibles sur Amazon. Okay. Le lien, je peux t'envoyer le lien et tu vas le mettre aussi en commentaire. On mettra en barre de description pour tout. Évidemment. Okay. Alors aujourd'hui, quelles sont les procédures de demande d'asile? Toi, tu es l'expert. Quelles sont les procédures? Déjà, je dirais, nous sommes en train de vivre un changement drastique en Allemagne concernant l'asile politique et généralement dans l'Union européenne, c'est aussi en train d'être vissé. Aujourd'hui, l'Allemagne est en train de chercher à sortir aussi de tous ces problèmes parce qu'ils n'arrivent plus à retenir et les réfugiés de l'Ukraine et ceux-là qui viennent de l'Afghanistan, de la Syrie et en plus à ceux-là s'ajoutent ceux de l'Afrique. Et ils se disent toujours, ceux de l'Afrique n'ont pas trop de problèmes. Pourquoi ils fuient? Ils ne cherchent pas à résoudre ça à la source, mais ils cherchent plutôt à les déporter en masse. Ça fait que l'asile est compliqué maintenant en Allemagne et beaucoup de réfugiés vont être déportés dans des prochains moments. Ils ont voté vendredi dernier une nouvelle loi de l'asile qui permettra directement d'acheminer les demandes d'asile aux frontières européennes. Et dès que tout est fini là, si tu n'as pas de possibilité d'obtenir l'asile en Allemagne, tu te feras directement déporter depuis les frontières. Voilà ce qui change dans les lois de l'asile en Allemagne. Et c'est plus vissé que jamais. Qu'est-ce que les personnes qui vivent en Allemagne et qui n'ont pas de titre de séjour, de permis de travail, titre de séjour, devront faire ou doivent savoir? Comment se sortir de ça? Comment ne pas être déporté? Déjà, nous accompagnons tous les réfugiés jusqu'à l'obtention de leur demande d'asile. Et nous avons toujours des conseils tels que chaque pays en Europe est libre et chaque pays est démocratique. Et là, tu peux demander ton asile, pas forcément en Allemagne. Et si tu as longtemps essayé en Allemagne et n'as pas eu des possibilités de rester, ça ne vaut pas la peine de forcer parce que tous les pays d'Europe sont égaux et ils ont le même système économique, peut-être en Allemagne plus. Mais si déjà tu auras des difficultés à t'intégrer, c'est mieux de ne pas perdre ton temps pour venir en Allemagne à nouveau. Mais déjà, on ne peut pas dire tout négativement. L'Allemagne, c'est un pays de seconde chance. Quand tu réussis ici, vraiment, tu vas être bien et tu peux vivre longtemps. Mais quand ça ne réussit pas aussi, il faut donc essayer de vite voir et essayer de regarder à côté. À côté, comme quel pays par exemple? Je ne peux pas conseiller parce que la France aussi n'est pas un exemple, le Portugal n'est pas un exemple, l'Italie n'est pas un exemple non plus. Et pour les personnes qui sont par exemple en route, peut-être en Italie, et qui veulent venir en Allemagne, qu'est-ce que ces personnes doivent savoir? Déjà,
le désir de les stopper, ça ne m'habite pas. Parce qu'on sait déjà que ces réfugiés-là, on ne les stoppe jamais. On ne peut jamais dire à un réfugié, ne viens pas, ne viens pas, ne viens pas. Il viendra et lui-même verra. Donc, venez, insérez-vous dans le système, mais toujours est-il que quand vous êtes là, essayez au maximum de vous intégrer. Au maximum de s'intégrer, c'est de faire tout possible pour apprendre la langue et tout son possible pour chercher un travail. Toi, ayant vécu toutes ces situations, tu as quitté le Cameroun en 2014, donc de 2014 à 2023, c'est littéralement 9 ans. Ouais. Pour ces 9 années, s'il fallait retourner en arrière, est-ce que tu ferais le choix? Il y a beaucoup de choses que j'aimerais revenir en arrière pour modifier. Et il y a beaucoup de choses que j'aurais souhaité que ça se passe autrement. Et il y a beaucoup de choses que j'ai beaucoup appris au cours de ce parcours. Et de là à regretter mon parcours, je dirais non. Donc déjà, je suis content de ce que j'ai parcouru jusqu'à aujourd'hui et de ce dont j'ai enduré. Ça m'a plutôt forgé, comme on peut le dire. Et ça m'a aussi renforcé en quelque sorte. Parce que le mois de 2014 et le mois d'actuellement, c'est devenu deux personnes très différentes. Et ceux-là qui me connaissent savent que je n'étais pas comme je suis aujourd'hui. Peut-être je suis devenu un peu plus rude avec moi-même. Tu es le fondateur et le porte-parole du Cercle des Amis de la Solidarité, ton association qui existe depuis 2019? Depuis 2018. 2018, merci. Ok. Quel est le but de cette association-là et quels sont les services que vous proposez au sein de l'association? Le but même de notre association, c'est d'aider ces réfugiés-là qui sont parfois dans des problèmes administratifs, comme tu l'as si bien dit, et qui ont aussi des problèmes urgents comme les menaces de déportation, où ils ont déjà des possibilités de travailler et ne peuvent pas travailler parce que le gouvernement a fait telle ou telle chose. Là, on les accompagne. Et dans un autre côté, on accompagne aussi les jeunes mineurs qui viennent d'arriver en Allemagne et qui n'ont pas de repères. Où sont vos sièges et comment vous contactez? Déjà, nous sommes basés dans toute l'Allemagne et dans notre website, nous avons beaucoup de contacts, des lieux où on peut nous contacter et on est basé plus à Stuttgart. Ok. Quel est le nom du site internet? Le site internet, c'est freunde-flüchtlingssolidarität.org. On le mettra encore en barre de description. Merci Alassane pour ce moment de qualité. Merci pour ton expérience que tu as su partager sans fil. Merci bien. C'est très rare. Nous te souhaitons le meilleur et que professionnellement parlant, que tout se passe bien, qu'au sein de l'association, elle puisse encore grandir et aider le plus de vies possible. C'est notre objectif. Merci bien. Merci.